Bonsoir à tous les participants, les participantes. Juste pour me présenter rapidement avant de commencer, donc moi je suis Nathalie Godard, je suis la directrice de l'action à Amnesty International France, donc la section française d'Amnesty qui est une organisation internationale. Et dans le pôle action d'Amnesty que je dirige, il y a une équipe qui s'occupe de tout ce qui concerne l'analyse, la recherche sur les questions de droits humains sur lesquelles travaille la section française et qui travaille sur le plaidoyer et les campagnes, donc les moyens d'essayer de faire bouger les choses sur ces sujets. Donc, juste pour cadrer d'où je parle. Pour venir maintenant sur la question posée, qui est celle de l'évolution du discours public, c'est vrai qu'on fait notre travail à Amnesty de promotion et de défense des droits humains dans un contexte qui est de plus en plus hostile aux droits. Ça, je vous apprends, je pense rien à ce sujet, surtout vu le contexte très récent. Et ça se reflète effectivement dans les termes du débat public. Alors, on parle souvent beaucoup de polarisation, de la brutalité des débats, mais on a aussi vu s'installer dans le débat public des termes qui se sont banalisés avec tout un narratif qui a l'air de revenir en fait sur des choses qu'on semblait acquises et des droits qui semblaient assez consensuels, donc les droits fondamentaux, la non-discrimination, les libertés publiques, ce qu'on va nous appeler plus largement les droits humains. On voit un narratif qui s'installe et qui remet en cause en fait ces acquis-là. Nous, on appelle ce narratif-là, cette évolution du narratif, dans une appellation un peu large, on dit là c'est un narratif anti-droit, donc qui va non seulement être une remise en cause des droits et des libertés, mais aussi une offensive dans le discours public pour banaliser ces remises en cause des libertés. Et on voit aujourd'hui que ce narratif-là, il n'est pas cantonné à certains partis responsables politiques marginaux, mais qu'il est devenu quasiment mainstream. Donc, on voit cette banalisation d'un narratif avec d'abord un élargissement de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Donc, vous connaissez certainement ce terme, c'est des propositions c'est l'élargissement en fait dans le débat public de propositions très de la possibilité de parler de propositions qui reviennent très largement sur les droits humains. Et en fait, on voit qu'il y a des propositions radicalement anti-droits humains qui sont progressivement banalisées, des mesures qui ne sont absolument pas effectives aujourd'hui, mais qui sont banalisées jusqu'à être souhaitées par des responsables politiques et banalisées dans l'espace public. Par exemple, la préférence nationale, ou les annonces des annonces qui n'ont pas été suivies des faits, mais les termes sur l'interdiction du voile pour les accompagnements scolaires ou à l'université, un référendum sur l'immigration, la remise en cause du droit du sol, la suppression des regroupements familiales, de l'aide médicale d'État, la remise en cause des droits des personnes trans ou la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont des mesures qui, aujourd'hui, sont devenues banalisées. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément parce qu'on sait qu'à partir du moment où des mesures sont considérées banales, elles sont plus à risque d'être mises en œuvre. On voit aussi se diffuser une terminologie qui reprend des termes dénigrants, biaisés, qui sont aussi devenus quasiment banals. Un exemple, vous entendez tout le temps dans les médias aujourd'hui parler des clandestins pour parler des personnes sans papier. C'est un terme qui, il y a une quinzaine d'années, était beaucoup moins courant, qui était même plutôt cantonné à des partis ouvertement xénophobes. Et aujourd'hui, quand on parle des migrants, on est aussi dans un manque de nuances et d'explications. Par exemple, quand on parle des obligations de quitter le territoire français qui sont présentées souvent comme une sorte de condamnation venue d'un tribunal, alors que quand on connaît le sujet, on sait que c'est bien plus nuancé, que les OQTF, elles touchent aussi des personnes qui ont travaillé, qui ont été en situation régulière et qui sont à un moment dans une situation plus compliquée d'un point de vue administratif. Donc, on voit ces terminologies qui troublent aussi. Un autre exemple, c'est celui des écoterroristes, pour parler des militants du climat. On sait que c'est un terme extrêmement stigmatisant et qui installe aussi l'idée que ce sont les défenseurs du climat qui sont dangereux et non pas ceux qui abîment l'environnement. Ou encore en ce qui concerne des organisations comme Amnesty, le terme de droit de l'homiste qui est devenu une sorte d'insulte classique pour dénigrer notre travail. Donc on voit qu'il y a ça s'ajoute à des termes qui polarisent à l'excès dans l'espace public, les termes de wokisme, d'idéologie du genre
ou d'islamo-gauchisme, de cancel culture. Voilà, tous ces termes-là vont finalement banaliser un excès de langage. Et en lien avec ce vocabulaire dénigrant, on voit qu'il y a des groupes qui sont désignés comme cibles ou qui sont désignés comme cause des problèmes, qui vont être stigmatisés, diabolisés de manière assez systématique. Donc, les personnes étrangères, les personnes migrantes, les personnes musulmanes. Il y a toute une obsession, évidemment, sur l'islam. Mais aussi les personnes trans ou les personnes LGBT, les militants du climat, donc éco-terroristes, hein, comme je le disais juste avant, les militants antiracistes, les féministes, les personnes juives, les journalistes. On a tous ces groupes-là qui sont aussi dans les discours publics de plus en plus stigmatisés. Et tout ça dans un contexte où aussi l'idéal des droits humains, la prééminence du droit qui était, comme je disais au début, quasiment consensuel. En tout cas, c'était l'impression il y a quelques temps. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a beaucoup de responsables politiques qui n'ont plus de problème à remettre en cause le fait que les droits humains devraient être universels, que les droits fondamentaux sont quelque chose d'intangible et que l'état de droit est intangible et sacré. Donc, on sait qu'il y a des risques qui viennent aussi de cette remise en cause, et tout ceci dans un contexte aussi de désinformation et de toute puissance des réseaux sociaux avec un impact très fort des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, quand on parle d'évolution du discours public, on peut voir tous ces éléments-là. Et ça a aussi une existence au niveau international. Ça, on le constate aussi avec des mêmes logiques qui sont à l'œuvre, avec le sentiment qu'on assiste quasiment à l'émergence d'une nouvelle ère actuellement dans le langage utilisé, dans le discours public qu'on entend, avec 2 accélérateurs au niveau international très récemment. Donc, d'abord, les 2 conflits majeurs depuis 2022, que sont le conflit en Ukraine et celui à Gaza, qui ont vu un langage de supériorité nationale, de mépris manifeste des droits internationaux, d'acceptation quasi consensuelle du double standard sur l'application du droit, la manipulation de l'information, etc., qui sont vraiment installés comme une sorte de logiciel international, et depuis de remise en cause des Nations Unies et de tout l'édifice qui vient aussi de la Seconde Guerre, de la post-Seconde Guerre mondiale, et de ce qui a fait finalement une forme d'ordre international. Et puis le deuxième accélérateur récent, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et ce qui se passe depuis 1 mois aux États-Unis. On a l'impression quand même d'une vague assez terrible avec là, la fenêtre d'Overton, elle est plus ouverte, elle est béante, et le binôme qui forme avec Elon Musk, évidemment, donne l'impression que tous les abus de langage sont permis. Toutes les propositions les plus outrageantes, comme celle récemment sur la bande de Gaza et la déportation sans trop de complexe de 2 millions de personnes hors de la bande de Gaza. Voilà, ces propositions sont devenues quasiment des propositions dont on peut discuter. Et donc, avant même que des mesures soient mises en place, l'installation de ce discours-là, pour nous, il est quand même particulièrement inquiétant et manifeste. Et d'ailleurs, dans cette situation qui est particulièrement difficile, est-ce que vous avez constaté en France un recul des droits? Dans quel champ, quels sont peut-être les sujets qui sont les plus affectés par ces reculs, s'il y en a? Alors, nous, notre travail, c'est de documenter les reculs. Donc, forcément, je vais dire qu'il y en a, puisque c'est vraiment notre travail. Dans ce que je vais pouvoir présenter sur le sujet, je voudrais juste commencer par dire que je vais revenir sur ce qu'a documenté Amnesty International, qui évidemment ne prétend pas à l'exhaustivité de tous les sujets sur la France ou à l'international. Donc, il y a forcément certains sujets sur lesquels on travaille plus. Donc, voilà, on a notamment beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années sur la question des lois antiterroristes. Mais juste, je voudrais commencer par dire que ça fait plusieurs années, moi je travaille à Amnesty depuis 5 ans, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois qu'on sort notre rapport annuel, et donc on doit faire un peu l'état des lieux de la situation des droits humains en France, on a l'impression qu'on est toujours à la recherche de quel est le qualificatif qui va pouvoir le mieux
faire comprendre au public notre constat et notre effarement face au fait qu'on a l'impression qu'à chaque fois, on saute des crans et que les alertes doivent être plus dramatiques. Et en fait, l'année qui suit, à chaque fois, on se dit, mais en fait, on est allé encore un peu plus loin. Et c'est quand même une impression de dégradation, notamment depuis une dizaine d'années, mais même si c'était à l'œuvre déjà avant. Il y a 3 grands axes de recul en droit et liberté. Donc d'abord, l'impact de la question du maintien de l'ordre en relation avec la lutte contre le terrorisme, avec les enjeux de surveillance, avec la répression des manifestations aussi et les violences policières. Donc ça, c'est un premier aspect. Je vais revenir après. Le deuxième aspect sur lequel qu'on documente beaucoup aussi, c'est la question des discriminations raciales et religieuses, en particulier contre les personnes musulmanes, mais pas seulement. Il y a notamment la question des contrôles d'identité au faciès. Et puis le troisième point, c'est le recul des droits des personnes exilées, des personnes étrangères en France. Ça, à nouveau, autour de l'obsession migratoire, on va y revenir. Et en fait, dans ces 3 domaines, on va retrouver une logique de la répression qui va être commune, qui va souvent être en lien avec la question des nouvelles technologies, mais pas seulement, et puis avec des populations qui vont être désignées comme boucs émissaires, qui vont être stigmatisées. Ça, on le retrouve aussi largement. D'abord, juste, j'ai parlé il y a une dizaine d'années parce qu'en fait, on est en 2025. Ça fait 10 ans cette année que il y a eu l'état d'urgence, qu'il y a eu l'année 2015 avec tous les attentats terribles qui ont touché la France, et puis les lois antiterroristes qui ont aussi commencé à être votées à ce moment-là. Et puis, et avec d'abord toute la dérive en fait depuis les votes sur l'état d'urgence. On avait, nous, documenté dès 2015 les dérives de l'état d'urgence, avec d'abord des mesures qui étaient très généralisées, qui avaient restreint les droits humains de manière excessive, notamment les droits à la vie privée, la liberté de réunion, le droit de circuler librement. Il y avait aussi un recours disproportionné à des pouvoirs d'urgence pour restreindre le droit des réunions pacifiques, l'usage disproportionné de la force. Et puis, après la levée de l'état d'urgence en 2015, il y a quand même eu une persistance du recours à des pouvoirs exceptionnels de contrôle administratif dans la lutte contre le terrorisme. L'état d'urgence a été prolongé à 5 reprises et il a mené à l'adoption de lois qui ont pérennisé des mesures qui étaient censées être exceptionnelles. C'est important de remettre dans le contexte parce qu'en fait, on voit vraiment qu'il y a eu quand même un recul historique qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, il y a notamment eu la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme en 2017, qui a été une loi importante pour entériner un certain nombre de mesures qui étaient censées être exceptionnelles. Et puis en 2021, une loi sur le renseignement qui ont aussi cranté un certain nombre de mesures. Et puis, on a aussi une dynamique sécuritaire qui s'est installée aussi dans des pratiques. Et notamment, pas seulement sur la question de l'antiterrorisme, mais aussi sur la question de la répression des manifestations. Ça, c'est quelque chose que Amnesty a beaucoup documenté. On avait travaillé notamment sur la période des Gilets jaunes en 2018-2019 et documenté toute la répression des manifestations à l'époque. Ça, c'est un constat permanent, y compris pendant les manifestations de 2023 sur la réforme des retraites. On retrouve quelque chose d'assez répétitif avec des arrestations abusives de manifestants pacifiques. Il y a eu, par exemple, il y avait eu une manifestation en décembre 2021, je me souviens, où il y avait eu 200 arrestations de manifestants, où la plupart avaient été libérés extrêmement rapidement. En fait, c'était vraiment des arrestations un peu massives et arbitraires qui n'avaient en fait mené à rien du tout. Il y a aussi un usage illégal de la force qui est très courant, qui a été documenté non seulement par nous, mais par le défenseur des droits et par les Nations Unies, donc avec des violences policières en manifestation et hors manifestation. Et puis, le recours à des interdictions abusives de manifester aussi. Vous vous rappelez qu'en octobre 2023, après le début de la guerre à Gaza, il y a eu des interdictions généralisées de manifestations pro-palestiniennes. Ça, ce sont évidemment des interdictions abusives. Une interdiction de manifestation doit être liée à un risque réel pour l'ordre public et doit être spécifique. Donc ça, on l'a vu aussi. Et puis, on a vu aussi le recours à des délits qui étaient très vaguement définis et ce qui a servi à criminaliser des manifestants pacifiques, ce qui a finalement un effet dissuasif. Il y a notamment 2 délits que nous,
on dénonce particulièrement le délit d'outrage et celui de regroupement, qui en fait sont très vaguement définis et ils vont être très largement utilisés contre des manifestants pacifiques, ce qui a pour effet de les dissuader de recommencer à manifester. Ensuite, on a aussi documenté des enjeux qui sont liés aux questions de surveillance et à la banalisation d'usage de technologies pour restreindre les libertés. Déjà, dans le monde, la question des technologies de surveillance, notamment liées à l'intelligence artificielle, ça, on l'a documenté dans pas mal de pays. Ça favorise des pratiques qui vont perpétuer un racisme systémique. Et puis, ça favorise aussi, ça va représenter un risque important pour nos droits fondamentaux, notamment en l'absence de régulation, de régulation forte. En France, nous, on avait notamment travaillé, et on continue à travailler aujourd'hui sur la vidéosurveillance algorithmique, qui est un mode de vidéosurveillance qui a été expérimenté à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. Donc, il y a une loi sur les JO qui a été votée en 2023 et qui a permis d'expérimenter ce type de vidéosurveillance qui permet en fait d'automatiser l'analyse des images de vidéosurveillance pour détecter et signaler des événements que ces systèmes auront été entraînés à reconnaître. Donc concrètement, il y a des algorithmes qui vont analyser des images captées par des caméras, qui sont fixes ou qui sont des drones, qui pour détecter et signaler en temps réel des événements prédéterminés qui seraient susceptibles de menacer la sécurité. Pour donner un exemple, parmi les événements prédéterminés, il y a le fait que dans une foule, une personne marche à contre-courant de la foule. Ça peut arriver à imaginer, vous êtes en train d'aller au stade pour aller voir un match de foot et vous allez chercher un ami derrière, vous retournez en arrière par rapport à la foule, là, la caméra va vous détecter, va vous considérer comme une menace. Donc ça, nous, on a alerté sur cette vidéosurveillance parce que rien n'est prouvé concernant son efficacité et elle représente un risque d'atteinte grave au droit à la vie privée. Et par ailleurs, ce sont des technologies qui peuvent être détournées de leur objet et utilisées abusivement. Et notamment, nous, on considère que c'est la dernière étape avant l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins d'identification dans l'espace public, ce qui serait une atteinte très grave aux droits fondamentaux et contraire au droit international. Donc, cette vidéosurveillance algorithmique, elle a été testée pendant les Jeux Olympiques et elle est en train d'être renouvelée pour 3 ans. Ça, on s'y attendait, parce qu'à chaque fois qu'on expérimente un moyen de surveillance ou une restriction de liberté type état d'urgence ou là, la VSA, à chaque fois, c'est finalement pérennisé. Et donc, c'est aujourd'hui ce qu'on constate. Et ça, c'est un risque majeur. Et en décembre dernier, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait exprimé sa préoccupation sur le fait que l'utilisation par les forces de l'ordre d'une technologie de vidéosurveillance de masse qui serait alimentée par l'intelligence artificielle pendant les JO, qu'elle avait constitué une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Donc, on le dit, on n'est pas les seuls à le dire, mais ça n'empêche que la vidéosurveillance la VSA continue à être utilisée. Ensuite, sur la question des lois antiterroristes, on en a parlé tout à l'heure sur la restriction des libertés. On sait aussi que dans la suite des lois antiterror, il y a eu beaucoup de discrimination et de mesures discriminatoires, de stigmatisation, et de mesures discriminatoires à l'égard des personnes musulmanes. Et on a vu quand même un point de bascule sur ce sujet avec la loi séparatisme, la loi qui conforte les principes de la valeur de la République, les principes, je ne sais plus, de 2021, et qui a reposé sur un continuum très explicite du gouvernement concernant les personnes musulmanes, en faisant comme un continuum de islam, islamisme, terrorisme. Ce continuum-là, on l'a retrouvé d'ailleurs dans un discours assez décomplexé. Je fais référence à une interview que donne Emmanuel Macron en septembre 2023, où, à l'époque du port de l'abaya, de l'annonce par Gabriel Attal de l'interdiction de l'abaya à l'école, il reliait cette pratique et les atteintes à la laïcité que représentait cette pratique, que représenterait selon lui cette pratique, il l'a relié directement avec l'assassinat de Samuel Paty,
tout en se défendant de faire un amalgame, mais en fait, dans cette interview, il faisait vraiment, il disait clairement que quand on avait vu ce qui s'était passé, il fallait évidemment lutter contre l'abaya. Enfin, c'était un amalgame assez sérieux. Et ça, ce continuum-là, il est quand même très régulièrement porté par les responsables politiques. Et ça a un impact dans un grand nombre de secteurs. Nous, on a notamment travaillé à Amnesty sur la question de l'accès au sport des filles et des jeunes filles et des femmes qui portent le voile. On a sorti un rapport en juillet dernier qui documente ces difficultés et qui donne la parole aux femmes et aux filles concernées, notamment aux hijabeuses, notamment aux filles de Basket pour toutes. Donc, ils sont deux organisations des collectifs qui, en fait, fédèrent des jeunes femmes qui veulent défendre leur droit à faire du sport. Parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ont décidé d'interdire les compétitions sportives aux jeunes filles qui portent le voile, donc en particulier le basket et le football. Vous avez sûrement entendu parler des hijabeuses qui avaient vraiment mené ce combat-là, y compris devant le Sénat. Et fin 2023, la ministre des Sports avait annoncé que la délégation française aux Jeux Olympiques interdirait le port d'un couvre-chef religieux à toutes ces athlètes. Et c'est le seul pays européen qui adopte une telle posture. Donc, ça a été vraiment une position de la France. Et c'est quelque chose qui se poursuit puisque là encore hier, il y a eu une proposition de loi déposée par des sénateurs qui a été discutée et qui a été adoptée au Sénat. Et on ne sait pas encore ce qu'elle va devenir après, mais pour l'instant, elle a été adoptée au Sénat, pour demander l'interdiction du voile dans toutes les compétitions sportives, de toutes les disciplines. Donc ça, c'est actuellement à l'étude. Et on fait un travail contre cette proposition de loi qui est une mesure absolument contraire à la fois à la liberté de conscience et de religion, qu'aucun autre pays au monde n'impose et qui risque de restreindre l'accès au sport et donc aussi l'accès à la santé et aux loisirs à des jeunes filles qui sont à nouveau stigmatisées pour leurs croyances. On sait que l'accès au sport et l'émancipation par le sport, c'est un enjeu dans énormément de quartiers en France et qu'il y aurait des impacts énormes pour ces jeunes filles. Donc, c'est un sujet qui, pour nous, est extrêmement important. Et de manière générale, sur la question des discriminations raciales, pas seulement l'islamophobie, mais aussi, de manière générale, les discriminations raciales, on constate un déni assez consternant de la part des autorités françaises, malgré les dénonciations d'agences internationales. Juste revenir sur un fait, la mort de Naël en juin 2023, lors d'un contrôle de police, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies, aux droits de l'homme des Nations Unies, avait déclaré quelques jours après la mort de Naël que c'était le moment pour la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre. C'est une citation. Et la réponse de la France a été de dire que toute accusation de racisme systémique de la part des forces de l'ordre était absolument infondée. En fait, il n'y a pas de discussion possible, on est juste dans une situation de déni sur le sujet. Sur les droits et libertés, je vais finir sur la question des personnes exilées. Je le disais au début, voilà, on sait que les personnes migrantes, exilées, étrangères, réfugiées en France aujourd'hui font l'objet d'une forme d'obsession de la part d'un grand nombre de responsables politiques et de médias. Je parlais tout à l'heure du sujet de l'OQTF, de termes de clandestins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. On a arrêté de compter le nombre de lois sur l'immigration, mais c'est la 20e loi en 30 ans ou c'est la 30e loi en 40 ans. Enfin bref, on voit que c'est une forme de surenchère de lois. Pour revenir juste sur la loi immigration qui a été votée en décembre 2023 et rentrée en vigueur en janvier 2024, c'est une loi contre laquelle tout le secteur associatif s'est extrêmement battu parce qu'elle faisait sauter toutes les lignes rouges qui existaient encore, notamment en incluant un certain nombre de mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, y compris celles sur la préférence nationale ou sur le délit de séjour irrégulier. Mais ces mesures-là, on sait qu'une fois qu'elles ont été mises dans le débat public et votées, elles risquent très, très clairement de revenir. Il y a quand même c'est une loi qui repose sur une rhétorique sécuritaire, uniquement une rhétorique sécuritaire, qui réduit l'étranger à une menace, et qui va, même si une partie de ces mesures ont été retoquées par le Conseil constitutionnel,
elle contient quand même des mesures très restrictives. Je vais juste en citer 3. Une qui concerne l'accès au droit d'asile, avec le fait de réduire la procédure devant la Cour nationale des droits d'asile, c'est-à-dire le dernier recours des demandeurs d'asile, quand ils ont été refusés à l'OFPRA. Ils peuvent faire un recours devant la CNDA, la Cour nationale des droits d'asile. Jusqu'à récemment, ce recours se faisait devant une collégialité de juges, donc plusieurs juges, ce qui permettait que si certains n'avaient pas connaissance du contexte du pays, il y en avait d'autres qui pouvaient le faire, et c'est quand même une décision qui emporte, qui a une implication énorme pour les personnes. Et là, depuis la loi, c'est réduit à un seul juge, ce qui représente une restriction à l'accès à la procédure d'asile. Le deuxième exemple, c'est une restriction à l'obtention et au renouvellement des titres de séjour, avec le fait que pour l'obtention ou le renouvellement de titres de séjour, il va y avoir le non-respect des principes de la République et la menace grave pour l'ordre public vont devenir des motifs de non-renouvellement et de retrait des titres. Et donc, ça c'est une mesure qui est dans la loi. Et on sait que, d'une part, le non-respect des symboles de la République, ça devrait être, par exemple, l'hymne national ou le drapeau, ça devrait être couvert par la liberté d'expression. Et que la notion d'ordre public, c'est une notion qui est assez... la menace grave à l'ordre public, c'est assez flou, interprété de manière assez différente selon les préfectures. Et donc, ça nous inquiète par rapport à l'usage de cette loi sur le renouvellement des titres de séjour. Et puis, la troisième mesure, c'est le fait de faciliter les expulsions pour des personnes, y compris celles qui ont un lien fort avec la France, et quand elles représentent une menace grave pour l'ordre public. Jusqu'à maintenant, la loi permettait quand même d'expulser des personnes quand elles représentaient une menace grave. Et là, en fait, on fait sauter certains verrous, notamment le fait d'avoir des liens forts avec des liens personnels et familiaux avec la France. Donc ça, à nouveau, c'est une restriction des droits des personnes, et notamment du droit à la vie privée et familiale. Se rajoute à ça le fait que les violences contre les personnes migrantes n'ont pas cessé, et que le 2024, ça a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les migrants qui ont tenté de traverser la Manche en bateau de manière irrégulière. Donc, il y a plus de 70 personnes qui sont mortes en tentant de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France. Et donc, on voit que pour les personnes étrangères en France, c'est à la fois la restriction de droits et un danger pour leur vie, avec des violences qui continuent à être exercées contre eux. Merci Voilà. beaucoup pour ce panorama justement du recul des droits, aussi inquiétant qu'intéressant. D'ailleurs, on avait évoqué le travail d'autres associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur les autres associations qui se retrouvent également dans cette position difficile d'être sous le feu des critiques, d'être attaquées par les médias ou par le pouvoir? Alors, en fait, effectivement, un phénomène qu'on a vu assez fortement, qui s'est peut-être accéléré depuis 1 an ou 2, mais qui est quand même à l'œuvre depuis un moment, c'est une forme de dénigrement du travail des associations par le pouvoir et par certains médias. Il faut d'abord rappeler que la société civile, les associations, ça fait partie des contre-pouvoirs indispensables dans un état de droit, comme les journalistes, comme les juges, et que ça permet aussi à la fois d'alerter, d'interpeller, de mobiliser les gens. Donc, c'est important de protéger les associations, et c'est pour ça que la liberté d'association, ça fait partie des libertés fondamentales. Et on a vu s'installer un discours de dénigrement des associations, notamment, je prends l'exemple il y a quelques années, c'était Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, qui parlait d'associations complices des passeurs. On sait que la CIMAD, notamment, a été cible d'attaques répétées de responsables politiques, non seulement très récemment de Bruno Retailleau, mais aussi au moment de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, où ils avaient vraiment été très ciblés. Que la CIMAD en a fait les frais, SOS Méditerranée aussi. D'autres structures, la LDH, avait subi des menaces de Gérald Darmanin concernant ses subventions, le planning familial. Et puis, il y a eu tout le phénomène des dissolutions d'associations. Les premiers qui en ont fait les frais, ça a été le CCIF. Et puis, d'autres associations qui ont été soit dissoutes, soit été menacées d'être dissoutes. Et à nouveau, je parlais tout à l'heure de la loi séparatiste. La loi séparatiste a aussi été un levier
pour restreindre la liberté d'association. Et nous, on est très inquiets du fait que maintenant, il y a un outil qui s'appelle le contrat d'engagement républicain, qui est un levier de restriction potentielle des libertés associatives aussi, et que si un gouvernement voulait mettre au pas des associations, il pourrait aussi utiliser ce levier-là. Nous, à Amnesty International, on a constaté aussi ces dernières années qu'il y avait certains sujets sur lesquels on était vocaux et que ça nous causait aussi des attaques et on était systématiquement critiqués, attaqués, alors beaucoup sur les réseaux sociaux et par certains médias, mais aussi parfois par des responsables politiques. Il y a donc les 3 sujets, je vais passer rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc le premier sujet, c'est la question des migrations, pour les mêmes raisons que la CIMAD ou que Utopia 56 ou d'autres qui ont, sur lesquels on est très critiqué sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sur les ONG font le jeu des passeurs, on en paye aussi le prix. Le deuxième sujet sur lequel on est très attaqué, c'est la question de l'islamophobie, du voile de l'islam. J'en ai parlé tout à l'heure, on prend la parole sur ce sujet et ça nous semble être un sujet incontournable pour une organisation de défense des droits humains aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet qui divise, un sujet sur lequel l'opinion est hyper polarisée. Et le fait de faire appel, le fait que nous, notre grille de lecture, ce soit d'abord le droit international et uniquement le droit international, c'est quelque chose qui est de moins en moins compris par une partie de l'opinion ou par les responsables politiques. Et la deuxième chose qu'on met en avant à côté du droit international, c'est la parole des premières concernées. Et pareil, c'est difficile aussi de le faire entendre et qu'on est, voilà, on nous reproche d'être globalement des islamo-gauchistes idiots utiles de l'islamisme ou autres. Et tous nos efforts pour essayer de faire de la pédagogie, d'expliquer, etc., nos références au droit, c'est souvent un peu vain face à une forme de simplification. Et le troisième sujet sur lequel on est extrêmement attaqué, c'est la question qui concerne le conflit israélo-palestinien. On l'a vu, nous, très largement, très sérieusement, depuis qu'on a publié en 2022 un rapport sur l'apartheid en Palestine. On a pris des volets de critique sans nuance et souvent par des gens qui n'avaient pas lu notre travail. Et puis, il faut quand même rappeler la gravité de certains propos de responsables politiques, puisque en février 2022, donc peu de temps après la sortie de notre rapport, Aurore Berger, qui était à l'époque députée, et pas ministre, mais qui était députée et présidente du groupe d'amitié France-Israël, elle dénonçait la campagne, je cite, la campagne scandaleuse d'Amnesty qui parle d'Israël, et elle appelait à ce que toutes les associations qui détournent leur objectif initial et qui professent la haine puissent être démantelées, donc en parlant d'Amnesty. Après, elle a dit qu'évidemment, elle n'avait pas du tout évoqué la dissolution d'Amnesty International, mais la menace était quand même assez explicite. Donc, on a, depuis le 7 octobre 2023, c'est des critiques qui ont été encore plus virulentes. On a bien nous constaté que toute notre grille d'analyse autour du droit international, elle était extrêmement difficile à rendre audible dans un contexte où toute critique du gouvernement israélien nous était reprochée et qu'on était... Voilà, on essayait de nous décrédibiliser aussi à chaque fois qu'on essayait de mettre en avant notre travail de recherche, notre travail de qualification juridique. Par exemple, le fait que Amnesty International refuse d'utiliser le terme de terrorisme, qui n'est pas un terme de droit international, qui n'est pas un terme dont la définition est stabilisée en droit international et qu'on n'utilise dans aucun contexte, ni Gaza, ni le Bataclan, ni Boko Haram, ni Christchurch, jamais, on n'utilise jamais ce terme. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile à faire passer dans l'opinion et auprès des médias, et ce qui a donné lieu à des attaques extrêmement virulentes, où on voit qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de faire passer nos messages. C'est vraiment un constat qu'on a partagé avec d'autres organisations humanitaires, MSF, MDM, le CICR, etc., qui ont aussi, dans le cadre du travail sur Gaza, fait l'objet d'énormément de critiques, et puis d'organisations internationales ou de défense des droits humains comme les nôtres. Donc là, on voit vraiment que ça peut aussi rendre notre travail aussi assez périlleux.
Merci beaucoup pour encore une fois, pour ces éléments qui permettent de comprendre la situation des différentes assos qui travaillent sur le sujet en France et l'évolution justement très inquiétante de cette situation. Il y a eu plusieurs questions sur les outils dont dispose Amnesty International pour faire pression sur un État, notamment la question du recours à la justice, etc. Donc, Nathalie, Barry, quelles sont les actions qui sont menées par Amnesty International aujourd'hui en France? Peut-être je vais juste te dire rapidement comment on fait pression sur un État, et puis après, je laisserai peut-être Barry expliquer la question de peut-être l'engagement militant. Donc, nous, notre outil, c'est d'abord, on documente, on fait de la recherche, on documente de manière assez précise les faits pour pouvoir les analyser du point de vue du droit international. Donc, on essaie de qualifier en droit. Nous, c'est vraiment notre impartialité, elle vient de la grille de lecture qui est celle du droit international. On ne dit pas c'est terrible, on dit c'est illégal. Parfois, on a un langage d'ailleurs qui est pas hyper catchy, quoi, mais en tout cas, on essaye de faire un travail extrêmement crédible, et c'est aussi ça qui fait notre impact. On fait du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va voir des responsables politiques pour argumenter auprès d'eux, on fait de la stratégie d'influence auprès des responsables politiques, et puis on monte des campagnes, c'est-à-dire qu'on va essayer de mobiliser largement le grand public sur des sujets. On fait signer des pétitions, on organise des interpellations, par exemple. Là, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les gens interpellent Jean-Noël Barrot sur un accord, une réunion qui a lieu lundi prochain à Bruxelles sur l'accord entre l'Union européenne et Israël. Et en fait, on fait ça sur Twitter, on fait ça sur les différents réseaux sociaux, par mail, etc. Et en fait, notre objectif, c'est de faire pression sur les politiques, sur les décideurs. Et un de nos leviers, c'est le réseau militant, parce qu'on a je vais laisser Barry expliquer ça, mais on a des milliers de militants sur le terrain qui peuvent aussi se mobiliser, et on a besoin que cette communauté, elle grossisse aussi. Je vais dire un dernier truc avant de laisser la parole à Barry. Tu as évoqué le contentieux, je crois, l'action judiciaire. C'est un outil qu'on utilise également, qui est alors pas systématiquement pour tous les sujets, mais qu'on essaie d'utiliser de manière stratégique. Un exemple, celui sur les contrôles d'identité au faciès. On a mené une action de groupe avec 5 autres organisations, donc dont 4 organisations qui étaient des organisations de personnes concernées par les contrôles au faciès, où on a fait une action de groupe devant le Conseil d'État, qui n'a pas fonctionné en l'espèce, mais qui continue devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, et qui a permis quand même d'obliger le Conseil d'État à se prononcer sur le sujet, à reconnaître que c'était une situation qui était généralisée. Et en fait, on continue ce travail judiciaire. Donc ça, on l'utilise là actuellement, on l'utilise notamment sur les questions de devoir de vigilance dans le cadre d'obligations en termes de droits humains et climatiques des entreprises. Voilà, c'est un outil qu'on utilise régulièrement, qui ne marche pas à tous les coups, l'action judiciaire, mais sur lequel on est aussi très actif. Et Barry, si tu veux compléter peut-être sur les... Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Barry Sivalade, donc je travaille aussi chez Amnesty, mais du côté de langage. Enfin, je suis chargé de formation, donc plutôt du côté de l'action militante. Et pour vous présenter, bon, moi, je vais aller très vite. Nos actions, les actions de notre réseau militant, ça s'axe autour de 3 choses dont Nathalie a déjà parlé, hein. C'est la mobilisation, l'interpellation et la sensibilisation. Par exemple, je vais vous donner des petits exemples d'actions qui vont arriver. Comme ça, si jamais vous avez envie de vous mettre à l'action directe après cette formation, enfin, ce webinaire, vous pouvez. Tout ce qui est mobilisation, ça va être se retrouver en manifestation. Donc là, c'est facile à repérer. Vous cherchez les grands drapeaux jaunes et c'est nous. Ensuite, il y a l'interpellation. C'est ce dont vous parlez, Nathalie, à l'instant, avec par exemple l'interpellation qui se déroule en ce moment de Jean-Noël Barrot. Et ensuite, la sensibilisation. Donc ça serait plutôt animer des stands, animer des ciné-débats, des conférences, etc. pour faire de l'éducation aux droits humains, et donc éduquer et sensibiliser le grand public à ce qu'on appelle les droits humains.
Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi rejoindre ce réseau militant. Donc, c'est un réseau qui se répand sur tout le pays. On a à peu près 400 structures sur tout le territoire. Donc, ça se structure soit en groupes locaux, donc c'est des groupes qui sont généralement basés sur la ville ou le quartier quand c'est des très grandes villes, et des antennes jeunes, elles qui sont centrées sur des lycées et des universités. Euh, voilà, je peux pas vous prendre plus de temps que ça. Je regarde mes petites notes pour voir si j'ai pas raté quelque chose. Oui, évidemment, dans l'interpellation, il y a aussi la signature de pétition, euh, dont Nathalie vous a déjà parlé, donc prends pas beaucoup plus de temps là-dessus. Ce qui est intéressant, selon moi, pour le réseau militant et pour le grand public, c'est qu'on a aussi énormément de ressources pour apprendre à se positionner face à des discours problématiques, apprendre à comment mener des actions de plaidoyer local, par exemple, pour interpeller les élus locaux, pour faire remonter des doléances, etc., en rapport avec les droits humains, bien entendu. Et donc ça, je vous ferai passer, on vous fera passer via un mail qui partira, je suppose, Arthur, après le webinaire, et où vous avez un petit peu des liens sur toutes ces ressources. Euh, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Avec plaisir pour le mail. Et du coup, je lis pour continuer sur les questions. Merci beaucoup pour ce point justement sur les campagnes d'Amnesty. Deux questions d'Alice. La première, c'est concernant la phrase de Bruno Retailleau qui a parlé de l'état de droit en disant qu'il n'était pour lui ni intangible ni sacré. Voilà comment prendre cette phrase, comment l'analyser. Et autre chose, toujours dans l'actualité, avec la nomination prochaine de Ferrand au Conseil constitutionnel, est-ce que vous pensez que la prochaine loi immigration risque de n'avoir plus aucun garde-fou? Alors, sur la phrase sur l'état de droit, comment analysez-vous comme un crantage supplémentaire. En fait, on est dans le fait de dire finalement l'état de droit, c'est pas intangible. Quand ça vient d'un responsable politique qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, forcément, ça installe dans l'opinion l'idée que finalement, c'est pas si important l'état de droit, puisque finalement, l'état de droit, ça pourrait limiter le pouvoir démocratique. En fait, il y a toujours eu cette tension depuis que l'état de droit existe entre la question du droit et de la volonté populaire. Et donc, on sait que c'est pas nouveau de dire que le fait de respecter le droit pourrait être vu comme une restriction d'une volonté populaire. En gros, si tout le monde veut qu'on fasse un référendum sur l'immigration, il ne faut pas que les juges nous en empêchent. Ça a été aussi, encore une fois, installé progressivement. Quand je me souviens je ne sais plus exactement les termes, mais d'une déclaration de Gérald Darmanin, parce que la Cour européenne des droits de l'homme avait pris une décision pour empêcher une expulsion, je ne sais plus de quel, je crois que c'était un Tchétchène, je ne sais plus exactement, avait pris une décision pour empêcher une expulsion qui était manifestement illégale. Et en gros, il disait, en fait, il avait critiqué la décision en disant, mais moi, je m'en moque, je vais le faire quand même, parce que ce qui compte, c'est la volonté des Français de se protéger contre les potentiels terroristes, etc. Donc, le fait d'installer dans le débat public l'idée que c'est vrai qu'en fait, il faudrait remettre en cause le respect du droit ou le respect d'un cadre juridique ou le respect d'une décision de justice à partir du moment où il y a une majorité de l'opinion qui va dans le sens inverse, ça permet une remise en cause en fait, de l'édifice de l'état de droit. Donc ça, évidemment, que cette déclaration de Bruno Retailleau, elle est inquiétante. Il y a quand même eu beaucoup de réactions pour dire que c'était pas acceptable. Mais je dirais, comme dans tous les principes des cliquets, le mal est fait, et l'effet de cliquet, il veut dire qu'on ne peut pas trop revenir en arrière. Donc ça, c'est un souci. Et après, sur la question sur le Conseil constitutionnel, moi, je ne vais pas commenter la nomination de Richard Ferrand en tant que tel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la censure par le Conseil constitutionnel, ça a été
ça a été une censure sur la forme et pas sur le fond. C'est-à-dire que quand les articles ont été retoqués, ils n'ont pas été retoqués en considérant qu'ils étaient contraires à la Constitution, mais pour des pressions de procédure. Donc aujourd'hui, on sait que, alors je ne sais pas s'il y aura aucun garde-fou. Ça, franchement, nous, on n'est pas sur les nominations de ce type-là, nous on se prononce pas. Par contre, il faudrait pas attendre d'arriver au Conseil constitutionnel pour être sûr d'avoir des garde-fous. Il faut absolument éviter que des mesures contraires aux droits humains soient dans la loi. Le Conseil constitutionnel a régulièrement servi de garde-fou. Il ne faudrait pas que ce soit dépendant uniquement des personnes. Donc après, on va voir ce qui se passe, mais je ne suis pas sûre que l'élément clé en l'espèce, ce soit la présence de Richard Ferrand dans le Conseil constitutionnel. C'est plutôt qu'est-ce qu'il y a dans la loi au départ. Voilà. Et d'ailleurs, une question de Nicolas, entre le rapport avec la politique générale, on va dire institutionnelle, et ce qui se passe dans les mouvements sociaux, dans la société civile. En termes de maintien de l'ordre, en France, dans les dernières années, on était habitué à des techniques comme les NAS, les charges, etc., une évolution, on va dire, assez brutale du maintien de l'ordre. Est-ce qu'il est possible, demande-t-il, de faire autrement, et notamment, comment ça se fait dans d'autres pays européens? Est-ce que vous, qui êtes une organisation internationale, vous avez des comparatifs qui permettraient justement de réfléchir un peu à la situation française par rapport à d'autres situations? Alors, tout à fait. En fait, c'est pas du tout une fatalité. L'ENA, c'est la manière de faire aujourd'hui le maintien de l'ordre en manifestation. Il y a d'autres pays qui font différemment. Je pense notamment à l'Allemagne, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je pense qu'en Allemagne notamment. On sait qu'il y a d'autres pays européens qui ne font pas du tout comme ça et qui n'ont pas le même nombre non plus de blessés en manifestation, et que il y a eu en fait un mouvement dans le maintien de l'ordre avec une volonté d'être plutôt dans la confrontation. Et nous, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est d'être dans une logique de désescalade, c'est-à-dire de ne pas chercher la confrontation, mais plutôt d'essayer de temporiser. Et cette logique de désescalade, elle passe par un certain nombre de techniques, notamment de ne pas recourir à la NAS, comme vous le disiez. Le texte clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle le schéma national de maintien de l'ordre, qui définit la manière de faire du maintien de l'ordre, que ce soit en manifestation ou ailleurs. Et c'est sur ce schéma national qu'il faut agir. Et il y a effectivement d'autres solutions. Il n'y a absolument pas de fatalité sur le sujet. Et ça fait partie des points qui sont soulevés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des critiques aussi d'organismes internationaux, notamment des Nations Unies, sur ce sujet contre la France. Ok, merci beaucoup. Et une autre question, quand date pour vous le passage de cette fenêtre d'Overton dont vous parliez tout à l'heure dans le discours pour l'évolution des droits humains, un discours justement de recul sur ces droits humains? Alors, je serais bien en peine de vous dire quand ça date exactement. Franchement, c'est pas notre spécialité de dater ça. On a l'habitude de dire qu'il y a eu quand même une bascule en 2015 avec l'état d'urgence et la peur qui est tombée sur la France avec les attentats de 2015. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le moment clé de la fenêtre d'Overton, qui pour moi est quelque chose de beaucoup plus progressif et de beaucoup plus insidieux et de beaucoup plus en petit crantage qui saute. Mais en tout cas, ça a quand même été souvent documenté qu'il y avait eu une ère nouvelle, en tout cas, qui s'était déclenchée à ce moment-là. On a plutôt l'habitude de dire que les différentes évolutions, qu'elles soient dans le discours public ou dans les lois, elles ont eu lieu par coups de canif, par petites étapes qui chacune séparément donnent l'impression que ça va aller, mais qui en fait, mises tout ensemble, montrent vraiment une dégradation de l'état de droit et du respect des droits.